Si l'on se souvient par exemple de notre vie à 5 ans comme étant quelque chose de merveilleux, c'est que le système endocannabinoïde s'est chargé d'effacer tous les éléments nocifs à notre système émotionnel. Nous avons donc un souvenir du passé plus positif que la réalité, ce qui est nécessaire pour contrôler nos émotions. Ceci est le rôle physiologique du système endocannabinoïde. Et ce rôle de gardien, le système endocannabinoïde semble le jouer dans tous les compartiments de notre physiologie. L'anandamide et son récepteur sont majoritairement présents dans notre cerveau. Mais tout un jeu de clés et de serrures différentes a été identifié dans le reste du corps, une sorte de dispositif de rééquilibrage et d'apaisement général. Le système endocannabinoïde est partout et intervient aussi bien dans la régulation du sommeil, de la digestion, que des réactions inflammatoires ou du système nerveux. En France, le cannabis a débarqué au XIXe siècle dans les valises des botanistes qui rentraient d'expéditions scientifiques. Et c'est un psychiatre qui l'a rendu célèbre dans le pays, Jacques-Joseph Moreau de Tours. Ce monsieur, qui était un jeune psychiatre, avait consommé du cannabis et surtout, il était, comme on pourrait l'appeler maintenant, connu pour fréquenter les beaux milieux. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à faire découvrir la consommation du cannabis à ce qu'on pourrait appeler les décideurs et la jet set de l'époque. C'était des médecins, c'était des écrivains, c'était des philosophes, des gens de pouvoir. Et donc à cette époque, nous avions une perception qui était extrêmement positive de ce cannabis. Il était paré de toutes les vertus. À l'époque, il n'y avait que l'opium pour apaiser la douleur. Efficace, mais les malades devenaient accros. Alors le cannabis s'est fait une place comme antalgique de substitution. Le médecin de la reine Victoria lui donnait du cannabis, lui prescrivait du cannabis pour alléger ou pour diminuer les souffrances et les douleurs liées aux menstruations célèbres et douloureuses de la reine Victoria. Après que la composition de la plante a été chimiquement, biologiquement identifiée, nous devions comprendre comment elle agissait. Et la première étape a été franchie par une Américaine, Ellen Howlett. Elle a découvert qu'il existe en nous un récepteur. Ce récepteur est activé par le THC. Donc là, nous avions un nouveau mécanisme. Un mécanisme complètement nouveau. Autrement dit, exactement comme une clé qui se glisse dans une serrure, le THC se fixe sur ce récepteur présent à la surface des cellules cérébrales. La clé tourne dans la serrure et déclenche une réaction en cascade qui prend le contrôle de l'activité des neurones. Mais la découverte soulève une interrogation déconcertante. Par quel hasard notre cerveau est-il doté de récepteurs au cannabis ? Serions-nous naturellement prédestinés au paradis artificiel ? Et il n'y a pas un récepteur dans notre cerveau parce qu'il existe une plante. Le récepteur existe car nous fabriquons nous-mêmes des molécules qui activent ce récepteur quand et où nous en avons besoin. C'est Lumir Anous, son compagnon de recherche, qui va mettre la main sur ce composé, l'anandamide. Il s'agit de la clé originale fabriquée par notre propre corps. Elle actionne la même serrure que le THC. En fait, celui-ci ne fait que mimer l'action naturelle de l'anandamide. D'après les derniers résultats obtenus dans un laboratoire de biologie de l'Université de Madrid, le THC et le CBD ont aussi le pouvoir de tuer les cellules cancéreuses chez la souris. Une découverte réalisée par hasard. En réalité, nous ne cherchions pas du tout ce que nous avons découvert. Nous étions en train d'étudier les effets du cannabis sur le système nerveux. Et il se trouve que pour cela, nous utilisions des cellules cancéreuses. Et en présence de cannabinoïdes, on a vu qu'elles mouraient. C'est à partir de là que nous nous sommes focalisés sur la mort des cellules induites par les cannabinoïdes.
la découverte des propriétés antitumorales des cannabinoïdes a fait décoller la carrière de ces trois scientifiques. Car les cellules saines, elles, ne semblent pas affectées par le THC et le cannabidiol. Ce que nous avons découvert, c'est que pour provoquer la mort des cellules tumorales, les cannabinoïdes doivent se fixer aux récepteurs de cannabinoïdes des cellules tumorales. Ces récepteurs sont parfois plus nombreux sur les membranes des cellules cancéreuses que sur celles d'une cellule normale. Donc, les cannabinoïdes à taux élevé de THC qui se fixent sur les cellules cancéreuses déclenchent toute une série de réactions au niveau de la cellule. Les points verts que vous voyez ici correspondent à de petites vésicules d'autodigestion. Autrement dit, ce sont des structures qui sont capables de digérer la cellule. Et ce que nous avons constaté, c'est que les cannabinoïdes activaient le processus d'autodigestion, l'autophagie, de manière tellement forte que cela conduisait à la mort des cellules tumorales. Les cannabinoïdes poussent donc les cellules cancéreuses à se digérer elles-mêmes et donc à s'autodétruire. Un processus terriblement efficace puisque chez la souris, il fait régresser les tumeurs cérébrales. Je reçois beaucoup de patients que le cannabis soulage et qui en consomment de manière illégale depuis des années. Certains ont même été condamnés, voire envoyés en prison. Ces patients reçoivent désormais une autorisation spéciale du Bureau allemand des stupéfiants. Quand je pense qu'il n'existe aucune perspective pour les patients français, aucune. Réclamer du cannabis à un psychologue, c'est passer pour un drogué. Les patients sont contraints de se procurer du cannabis à l'insu de leur médecin, car la plupart des praticiens s'opposent fermement à son utilisation et refusent d'aborder ce sujet. C'est une situation dramatique. On ne parle pas de petites maladies comme un rhume, mais de maladies très graves. Nous avons d'un côté une personne souffrante et de l'autre une plante qui peut l'aider, mais à laquelle il lui est interdit de toucher. Bertrand fait partie de ces malades que la loi empêche de se soigner. Il souffre du sida et depuis 30 ans, il n'a trouvé que le cannabis pour supporter les effets secondaires de sa trithérapie. Faute de fournisseurs légal et officiel, il fabrique lui-même en toute illégalité ce qu'il appelle son médicament personnalisé. J'analyse le cannabis avant de l'utiliser pour savoir quels cannabinoïdes et à quel taux ils sont contenus dans la plante. Et après, voilà, je fais mes extractions et je les utilise à bon escient, c'est-à-dire que c'est pas pour fumer. Voilà, à peu près, tu vois, la valeur de ça. Voilà, en fait, maintenant, tu vois, je le laisse en dessous la langue. Je le garde sous la langue jusqu'à ce que ça soit le plus possible absorbé par les muqueuses. Ça me calme. Je veux dire, quand ils m'ont arrêté il y a 2 ans, j'ai plus eu de cannabis. En l'espace de 3 mois, j'ai perdu 14 kilos. Parce que je prenais plus de mon traitement, parce que j'arrivais plus à manger, parce que j'ai perdu 14 kilos en 3 mois. Je veux dire, si ça devait durer 6 mois, au bout des 6 mois, on m'enterrait. Donc voilà, c'est ça le choix que j'ai. Le choix, c'est ça, c'est être dans l'illégalité et vivre, ou parce que ben voilà, je peux prendre mes traitements, ou être dans le cadre de la loi française, et puis je m'assois sur mon canapé, puis j'attends que la mort vienne. Voilà, c'est ça le choix qui me laisse. On expose nos patients à aller consommer du cannabis dans l'illégalité ou prendre du cannabis de mauvaise qualité dont on ne sait ni l'origine ni le contenu et on risque de mettre en péril leur vie. Voilà la situation dans laquelle les patients qui peuvent bien réagir à ce type de produit se retrouvent face à l'absence totale de ce cannabis thérapeutique dans les officines.